Eh bien, merci beaucoup d'être présent. Bonjour. Malgré les photos que vous voyez derrière moi, je suis bien Nicolas Mazelier, sous-ministre adjoint à la prospective, aux statistiques et aux politiques du ministère de l'Éducation du Québec. Également, malgré mon accent, je vous confirme bien que je vous parle en direct de Québec. Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui le fruit de cette collaboration qui me tient particulièrement à cœur entre la France et le Québec, qui se transpose donc dans le cadre de ce webinaire qui a pour thème les grandes enquêtes pour l'aide à la prise de décision politique à l'éducation préscolaire, regard croisé franco-québécois. Ce webinaire, est présenté dans le cadre du 4e Congrès international sur le conseil scientifique au gouvernement. Vous savez l'importance qu'attachent nos gouvernements respectifs à l'utilisation de données probantes dans le cadre de la prise de décision. Donc, on est exactement dans ce thème-là aujourd'hui. Nous avons la chance d'être en présence de chercheurs de grande renommée, tant du côté français que du côté du Québec. Je vous les présenterai dans un instant. Mais je souhaiterais tout d'abord laisser la parole à nos deux ministres qui ont bien voulu enregistrer pour nous deux petites capsules vidéo. Donc, je laisserai la parole à M. Jean-François Roberge, qui est ministre de l'Éducation du Québec, ainsi qu'au ministre français de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, M. Jean-Michel Blanquer. Bonjour à tous et à toutes. Ça me fait grand plaisir de me joindre à vous pour cette importante rencontre virtuelle, mais rencontre quand même, parce que c'est tellement important d'aller à la rencontre les uns les autres des deux côtés de l'Atlantique. Je veux d'abord saluer chaleureusement mon collègue et ami, le ministre Jean-Michel Blanquer, et saluer aussi, bien sûr, tous les experts français et québécois qui travaillent main dans la main pour cette importante rencontre. La France et le Québec entretiennent depuis très longtemps une relation privilégiée, une relation unique, une amitié profonde qui unit ces deux nations depuis de nombreuses années et qui assure, et c'est important de le dire, une belle collaboration entre nos deux nations, particulièrement en éducation. La formation et la valorisation du personnel enseignant a bénéficié de cette amitié depuis des années, mais aussi la mise sur pied d'écoles franco-québécoises, sur laquelle on travaille en ce moment, et le lancement d'un appel commun, d'un appel à projet commun sur l'éducation préscolaire, sont aussi des moyens de faire vivre cette amitié, cette collaboration depuis très longtemps. C'est donc avec grand plaisir, très grand plaisir, que je suis présent aujourd'hui pour le lancement de ce webinaire franco-québécois qui s'inscrit en marge du 4e Congrès international sur le conseil scientifique au gouvernement. Le webinaire a pour thème quelque chose que j'ai à cœur, évidemment, pour prendre les meilleures décisions. On appelle ce webinaire « Les grandes enquêtes pour l'aide à la prise de décision politique à l'éducation préscolaire, regards croisés franco-québécois ». Ces regards croisés nous permettent, je pense, d'améliorer les services qu'on offre à la petite enfance. Et les rencontres comme celles que l'on fait aujourd'hui nourrissent l'expertise des gestes qui sont posés dans nos écoles. Pour moi, je vois ça comme un continuum. Il faut surtout éviter la déconnexion entre la prise de décision, la recherche et l'action. C'est vraiment important pour moi, pour nous tous, qu'on s'arrime de belle manière, non seulement entre la France et le Québec, mais entre la recherche et l'action. Le webinaire veut présenter plusieurs instruments qui sont utilisés lors des grandes enquêtes internationales en éducation préscolaire, tant du côté de la France que du Québec. D'ailleurs, on participe au Québec à plusieurs de ces grandes enquêtes-là, notamment l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, qu'on appelle l'ECDEM, et qui est un indicateur extrêmement important au Québec pour voir à quel point nos jeunes sont outillés ou ne le sont pas parfois pour entreprendre leur parcours scolaire. Je parle aussi de l'enquête québécoise sur le parcours préscolaire des enfants à la maternelle et aussi des travaux de l'Observatoire pour l'éducation à la santé des enfants. Les données obtenues nous seront d'une grande utilité en nous permettant notamment de documenter le développement des enfants à cette étape de leur vie, d'élaborer des programmes et des mesures qui visent à soutenir le développement global et le bien-être des enfants. Mais je vous dirais aussi, de manière particulière, ce sont des informations qui vont nous aider à mettre en place des outils de stimulation précoce, des outils de dépistage et d'intervention préventive,
Parce qu'il ne faut pas se gêner pour agir tôt et changer le parcours d'enfants qui peut-être étaient sur la mauvaise voie parce qu'ils ont été sous-stimulés, parce qu'ils ont grandi dans des endroits qui les préparent peut-être un peu moins à avoir un parcours éducatif rempli de réussite. On doit prendre tous les moyens, c'est notre responsabilité. On doit prendre tous les moyens pour donner toutes les chances à tous nos enfants de développer leur plein potentiel. C'est une mission importante qu'on se donne et je pense que des rencontres comme celles qu'on a aujourd'hui doivent être des leviers pour améliorer notre prise de décision et donc pour améliorer ce qui se passe directement sur le terrain avec nos jeunes. Donc, nos regards croisés entre la France et le Québec doivent permettre plus que jamais d'identifier ces pratiques porteuses, de favoriser un partage de connaissances et d'expertise comme on le fait aujourd'hui. Donc, je veux féliciter à nouveau nos équipes qui travaillent en étroite collaboration depuis plusieurs années, plusieurs mois évidemment, pour mettre en œuvre ce qu'on appelle les livrables du chantier France-Québec. Je veux remercier les organisateurs de cet atelier qui, j'en suis certain, sera porteur de succès pour la suite de nos collaborations. Je vous remercie de votre attention et bon webinaire à tous. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'ouvrir aujourd'hui, aux côtés du ministre québécois, mon ami Jean-François Roberge, cet atelier en ligne du 4e Congrès international du réseau international des conseillers scientifiques auprès des décideurs. La France et le Québec entretiennent, vous le savez bien, des liens d'amitié historiques très profonds. Ils se sont encore renforcés ces dernières années, notamment autour des enjeux de l'école. Nos coopérations sont riches, elles sont approfondies, tout particulièrement à l'aune de cette période inédite de crise sanitaire. Et je suis très heureux d'avoir ce lien si privilégié avec mon homologue québécois. Nos équipes travaillent de concert sur des thématiques prioritaires et partagées. Je pense notamment à l'enseignement dès le plus jeune âge, et donc à l'école maternelle du XXIe siècle, à la gouvernance des écoles et des établissements. Je pense à la formation continue des professeurs et des cadres. Je pense aussi au numérique éducatif et à la création des écoles franco-québécoises, qui commencent à être une réalité au Québec et en France. Parmi ces priorités communes, je voudrais évoquer plus particulièrement l'importance accordée à la recherche pour éclairer les politiques éducatives. En France, lorsque je suis arrivé dans mes fonctions, j'ai créé le Conseil scientifique de l'éducation nationale pour éclairer la décision politique sur les grands enjeux et les défis majeurs de notre système éducatif. Nous avons nommé à sa tête Stanislas Dehaene, neuropsychologue, accompagné d'une vingtaine de chercheurs reconnus dans différents domaines. C'est donc un conseil pluridisciplinaire qui fait attention aux derniers acquis de la science. Et nous voulons donc une politique publique de l'éducation nationale éclairée par la science. Ça veut dire bénéficier des dernières recherches en éducation pour adapter nos politiques, et cela est essentiel. J'ai souhaité naturellement que ce Conseil développe une coopération internationale forte. Et évidemment, cela s'est tout de suite porté vers le Québec, notre grand partenaire. Les avancées continuelles de la recherche, pour mieux comprendre les mécanismes et les processus d'apprentissage, nous incitent à échanger davantage encore. Voilà pourquoi cet atelier, qui s'intéresse aux grandes enquêtes françaises et québécoises pour l'aide à la prise de décision politique dans l'éducation préscolaire, me semble aussi pertinent. Ces enquêtes, élaborées en France et au Québec, constituent des outils de grand intérêt. Et je regarde beaucoup ce qui se passe au Québec, parce que nous devons partager et mieux faire connaître les acquis de ces travaux. C'est l'objet des échanges qui auront donc lieu aujourd'hui grâce à vous. L'évaluation des politiques publiques est aussi cruciale pour en mesurer les effets, pour les adapter si nécessaire, et pour les déployer en fonction. Ce fut par exemple le cas avec une politique emblématique que nous avons pu mener en France, celle du dédoublement des classes pour les plus jeunes, les jeunes donc âgés de 6 et 7 ans, ce qu'on appelle le CP et le CE1 en France. Cette politique concerne désormais environ 400 000 enfants par an. Et elle est au cœur de notre rebond scolaire, puisque nous constatons un début de hausse du niveau à l'école primaire en France, grâce à ces générations qui sont en train d'arriver maintenant à la fin de l'école primaire. Grâce à un protocole d'évaluation et de suivi, nous avons pris la décision d'étendre ce dispositif à des élèves plus jeunes encore. Et donc la dernière année de maternelle est concernée. De la même manière, et alors que la maternelle, pour les élèves de 3 ans, 4 ans et 5 ans, petite, moyenne et grande section, est désormais obligatoire, puisque nous avons adopté l'instruction obligatoire à 3 ans, j'ai souhaité pouvoir bénéficier d'une évaluation complète des premiers effets de cette politique. Et cette démarche vous sera présentée à l'occasion de cet atelier. Elle a pour principal objectif d'enrichir nos connaissances sur les parcours scolaires des élèves,
en lien notamment avec leur milieu socio-économique et familial. Le Conseil scientifique de l'éducation nationale a été étroitement associé à l'élaboration de cette enquête. Je suis heureux de la participation aujourd'hui de chercheurs français qui sont reconnus aux côtés des experts québécois. Je salue ainsi particulièrement Michel Fayolle, professeur émérite en psychologie cognitive, et Anne Christophe, directrice de recherche au CNRS et directrice du laboratoire des sciences cognitives et psycholinguistiques de l'École normale supérieure. Je vous souhaite donc de fructueux échanges sur ces thématiques essentielles pour la réussite de tous les élèves. Donc, c'est une chance pour nous d'avoir eu ces deux messages de nos deux ministres respectifs. Je vais donc vous présenter nos panélistes. Du côté de la France, comme l'a commencé à le dire le ministre Blanquer, nous avons la chance d'accueillir M. Thierry Rocher, qui est adjoint au sous-directeur des évaluations et de la performance scolaire au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. M. Rocher a contribué à l'élaboration de nombreux programmes d'évaluation standardisés en France. Il a également occupé diverses fonctions dans le champ des comparaisons internationales. Madame Anne Christophe, qui est quant à elle directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique, directrice adjointe sciences de l'École normale supérieure et membre du Conseil scientifique de l'éducation. Madame Christophe est également directrice du laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques. Ses travaux portent notamment sur l'acquisition du langage par les jeunes enfants. Et enfin, M. Michel Fayolle, qui est professeur émérite à l'Université Clermont-Auvergne. Il a créé en 1984 un laboratoire de recherche dédié aux apprentissages. En 1999, il prend la direction du LABSCO CNRS de Clermont-Ferrand. En 2007, il intègre l'Agence nationale de la recherche. Ses recherches portent sur les apprentissages académiques, lecture, compréhension, production écrite de textes, mathématiques, dessin. Du côté du Québec, nous sommes en présence de Mme Laurence Harvey. Laurence est directrice de la recherche et de l'analyse économique au ministère de l'Éducation du Québec. Dans le cadre de ses fonctions, Laurence représente le ministère sur les comités directeurs et exécutifs des enquêtes populationnelles auxquelles participent les élèves du Québec, dont l'enquête québécoise sur les élèves de la maternelle. Et enfin, et non des moindres, Madame Sylvana Côté, qui est psychologue de formation, professeure titulaire à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chercheuse au centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, qui est l'hôpital pour enfants de Montréal. Sylvana a contribué à la poursuite et à la valorisation scientifique de plusieurs études longitudinales québécoises, canadiennes et européennes, à travers ses publications et le financement de nouvelles collectes de données. Donc, ce webinaire prendra la forme suivante. Dans une première partie, Mesdames Laurence Harvey et Sylvana Côté présenteront l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle et l'enquête longitudinale sur le développement des enfants du Québec, une présentation d'une durée de 20 minutes. Ensuite, ce sera le tour de M. Thierry Rocher qui présentera des instruments utilisés lors des grandes enquêtes internationales en éducation préscolaire. Il sera accompagné de Mme Christophe et de M. Fayolle qui présenteront leur champ d'expertise. Cette présentation sera également d'une durée de 20 minutes. Dans une deuxième partie, les chercheurs invités répondront à un certain nombre de questions que nous avons préparées et ainsi que les questions que le public voudra bien poser à travers notre plateforme d'échange. À cet effet, donc, on vous propose d'utiliser le lien questions-réponses sur la plateforme Zoom que vous utilisez. Bien sûr, le temps imparti étant limité, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions. S'il sera malheureusement possible, il sera peut-être possible que nous ne puissions pas répondre à toutes ces questions. Donc, je laisse la parole maintenant à Laurence Harvey pour débuter la présentation du côté du Québec. Merci, Nicolas. Bonjour à tous et à tous. Dans le court temps alloué, Sylvana Côté et moi-même allons vous exposer comment le Québec s'appuie sur les grandes enquêtes pour aider à la prise de décision. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur l'éducation préscolaire, sujet chéri tant au Québec qu'en France. En particulier, nous verrons comment passer des données à l'action, ou plus simplement, comment les données peuvent servir à mobiliser les communautés. En premier lieu, il faut savoir
Nous verrons des exemples d'enquêtes qui nous le permettent. Ensuite, il faut comprendre en analysant les données collectées. Et enfin, il faut agir. Et cette action se fait en concertation, de manière intersectorielle et décentralisée. Le but étant de soutenir les enfants et leurs familles de manière efficace et en temps opportun. Aujourd'hui, je me fais la porte-parole pour vous témoigner de cette collaboration unique au Québec et partager notamment avec vous, chers amis français, nos façons de faire. Le développement des enfants, de même que leur réussite éducative, constitue des enjeux pour l'ensemble du Québec. Et c'est pour cette raison que de nombreux partenaires ont mis en place en 2011 l'initiative concertée d'intervention pour le développement des jeunes enfants, l'ICIJ. Outre la réalisation de l'ECDEM, l'initiative vise la mobilisation et la concertation des acteurs concernés par le développement des enfants. C'est grâce à l'ICIJ que l'ECDEM est possible, ainsi que toutes ses retombées. Tout d'abord, l'ECDEM nous permet avant tout de dresser un portrait du développement des enfants québécois inscrits à la maternelle 5 ans, en examinant la proportion d'enfants vulnérables, soit ceux qui sont plus susceptibles de vivre des difficultés d'apprentissage. L'ECDEM nous permet aussi de suivre cette proportion d'enfants vulnérables dans le temps. 2 cycles ont été réalisés jusqu'à maintenant, en 2012 et en 2017, et un 3e est prévu au cours de cette année scolaire, en 2022, auprès de l'ensemble des enseignants de la maternelle 5 ans. La force de cette enquête, c'est qu'elle est obligatoire depuis 2017, ce qui explique ses forts taux de participation. C'est donc une enquête populationnelle, transversale, comme un recensement. Comment mesure-t-on la vulnérabilité? En fait, c'est grâce à l'IMDPE, l'instrument de mesure du développement de la petite enfance, qui a été conçu par 2 chercheurs de l'Université McMaster en Ontario, en collaboration avec des spécialistes du développement de l'enfant, des enseignants et des éducateurs de services de garde. Les données sont recueillies grâce à cet instrument qui se présente sous forme de questionnaire en ligne où les enseignants et les enseignantes le remplissent pour chacun des enfants qui composent leur groupe de maternelle 5 ans à partir des connaissances et aussi des observations qu'ils ont de chaque enfant. Même si les données sont recueillies pour chaque enfant, il faut faire attention, l'outil fournit des résultats pour des groupes d'enfants afin d'évaluer les forces et les faiblesses de ces groupes. C'est donc pas un outil qui permet de poser un diagnostic personnalisé. En fait, l'IMDPE aide les ministères, les organismes, mais aussi les collectivités à déterminer les actions à entreprendre en priorité pour appuyer le développement des jeunes enfants le mieux possible. Car si on n'identifie pas l'état de vulnérabilité des jeunes enfants, on ne peut pas identifier les problèmes, on ne peut pas tenter de les résoudre et on ne peut pas savoir si la situation s'améliore ou s'empire au cours du temps. Une des forces de l'IMDPE, c'est son côté multifacétaire. L'outil comprend une centaine de questions qui concernent notamment 5 domaines de développement qui sont les suivants. La santé physique et le bien-être, les compétences sociales, la maturité affective, le développement cognitif et langagier et les habiletés de communication et de connaissance générale. Que signifie être vulnérable? En fait, un élève est considéré comme vulnérable dans un domaine de développement s'il fait partie des 10 % d'enfants ayant les scores les plus faibles dans ce domaine par rapport à la population de référence. À l'échelle du Québec, forcément, il y a donc nécessairement des enfants désignés comme vulnérables dans chacun des 5 domaines de développement. La notion de vulnérabilité mesurée dans l'ECDEM est relative, elle n'est pas absolue. Il faut aussi être prudent. Les études indiquent que les enfants vulnérables sont plus susceptibles d'éprouver des difficultés dans leur parcours scolaire, mais ce n'est pas une certitude. Différents facteurs peuvent orienter la trajectoire des enfants tout au long de leur parcours scolaire. Être vulnérable ne signifie donc pas être voué à l'échec scolaire, mais plutôt être moins bien outillé que les autres pour profiter pleinement de ce que l'école peut offrir. Pour l'ECDEM, en 2012 et en 2017, les élèves de 5 ans les plus susceptibles d'être vulnérables au Québec à l'entrée à la maternelle sont les garçons, les élèves plus jeunes, ceux nés à l'extérieur du Québec et ceux parlant une autre langue que le français.
ce que les données nous montrent. Où faut-il agir? Entre 2012 et 2017, les données de l'ECDEM nous montrent que la proportion d'enfants vulnérables dans au moins un domaine de développement a augmenté. Elle est passée de 25,6 en 2012 à 27,7 en 2017. Les données de 2012 sont présentées en bleu pâle, alors que les données de 2017 en plus foncé. Et cette augmentation est perceptible dans chacun des 5 domaines de développement. Quoi faire avec les données de l'ECDEM? Rappelons d'abord que l'objectif de l'ECDEM est de brosser un portrait du développement des enfants québécois inscrits à la maternelle 5 ans. La production de rapports, donc, à l'échelle nationale, régionale, locale, permet d'adapter les services aux besoins particuliers des enfants d'un territoire donné, d'identifier les milieux qui comptent le plus d'enfants vulnérables également. Mais le Québec n'est pas le seul à utiliser les données sur la vulnérabilité, notamment des provinces canadiennes le font, l'Australie également. Avec les données collectées, ils modélisent les actions pour venir en aide aux enfants vulnérables. Avant de vous présenter certaines initiatives recensées à différents niveaux au Québec pour chaque domaine, je vous présente ci-après une exploitation de données en format cartographie. L'Atlas de l'ECDEM, ici présenté et créé par l'équipe de géomatique du ministère de l'Éducation, permet de visualiser, de consulter, mais aussi d'exporter les indicateurs de développement des enfants selon les différents domaines, mais également par territoire de région socio-sanitaire, administrative, commission scolaire ou centre de services scolaires. Dans ces cas précis, la diffusion de l'Atlas a été faite auprès de l'ensemble des intervenants du réseau de l'éducation et des partenaires gouvernementaux pour les outiller, afin de leur permettre d'agir en amont et améliorer le développement des enfants en bas âge. Rappelons qu'en 2017, plus d'un enfant sur 4 est considéré vulnérable dans au moins un des 5 domaines de développement visés. Les défis actuels consistent donc à détecter rapidement ces enfants et à les référer vers les bons services dès leur plus jeune âge. Depuis 2012, des centaines de projets et d'initiatives ont été mis en place au niveau local, régional et aussi national pour offrir du soutien en temps opportun et ainsi augmenter la proportion d'enfants qui commencent leur scolarité sans présenter de facteurs de vulnérabilité. Présentés ici n'en sont que quelques exemples. Au niveau de la santé physique et du bien-être, des municipalités ont constaté une plus grande vulnérabilité au niveau du développement moteur et physique. Ils ont alors adapté les modules de jeu dans les cours extérieurs pour favoriser le développement moteur. Au niveau des compétences sociales, l'outil Agir dès les premiers signes constitue un répertoire de pratiques efficaces pour prévenir les difficultés de comportement chez les élèves d'âge préscolaire et primaire. Il a été conçu pour l'ensemble du personnel scolaire et à être utilisé directement dans les classes auprès des élèves. Au niveau de la maturité affective, rappelons qu'entre 2012 et 2017, les résultats de l'ECDEM ont montré une hausse significative de la vulnérabilité dans le domaine affectif chez les enfants québécois de 5 ans. C'est un constat inquiétant. L'outil en développement servira notamment à diffuser auprès des intervenants des stratégies prometteuses pour favoriser le développement socio-affectif optimal des enfants de 0 à 5 ans. Au niveau du développement cognitif et langagier, les données de l'ECDEM ont permis de développer notamment des projets d'éveil à la lecture et à l'écriture, notamment auprès d'enfants issus de l'immigration. Et au niveau des habilités de communication et des connaissances générales, le site agirto.org regorge d'activités permettant notamment d'agir à ce niveau, dont des ateliers pour outiller et sensibiliser les parents sur les stratégies de stimulation du langage des 3-5 ans. Enfin, l'instauration des programmes préscolaires, comme le programme maternelle 4 ans, le programme Passe-Partout ou une école montréalaise pour tous, ciblait d'abord et avant tout les familles les plus vulnérables. Mais depuis 2019, la maternelle 4 ans s'est élargie à l'ensemble de la population afin de réduire le taux de vulnérabilité de l'ensemble des enfants du Québec et amener chaque jeune à développer son plein potentiel en lui offrant des défis adaptés à ses besoins et à ses intérêts. Car comme le dit le fameux proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. Ce qui est particulier par rapport aux données de l'ECDEM, c'est que c'est un recensement populationnel qui inclut 99,5% de la population.
On a donc une couverture tout à fait unique des inégalités sociales et ça représente un tremplin important pour des études ancillaires. J'aimerais vous donner 2 exemples d'études ancillaires qui découlent de l'enquête de l'ECDEM. La première, c'est une étude sur les parcours préscolaires, donc les enfants, leur parcours avant l'entrée en maternelle grande section, puisque l'ECDEM est faite en maternelle grande section alors que les enfants ont 6 ans. Et une deuxième étude sur les parcours scolaires menée par les chercheurs de l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants en collaboration avec le ministère de l'Éducation et l'Institut de la statistique du Québec. Donc, la première partie concerne le parcours préscolaire. Alors, l'ECDEM ayant eu lieu lors de la dernière mouture de l'étude en 2017, nous avons répertorié les parcours préscolaires, donc le type d'environnement préscolaire dans lequel les enfants se retrouvaient avant l'arrivée en maternelle, en voulant faire des liens avec ce qui se passait au niveau de leur vulnérabilité à la maternelle grande section. Et la deuxième partie est fondée sur des collectes qui se passent lors du parcours scolaire. Alors, on a profité de la qualité des données de l'ECDEM collectées en 2017 pour construire là-dessus une étude ancillaire dont la première collecte a eu lieu en 2021, donc en plein cœur de la pandémie de COVID-19. Alors, les enfants de l'ECDEM sont en 4e année en 2021, débutent leur 5e année en ce moment même. Et au Québec, nous avons des épreuves ministérielles visant à évaluer lecture, écriture, mathématiques en 4e année, en 6e année et en secondaire 3 et 5. Les épreuves ministérielles ont été, pour des raisons évidentes, annulées en 2020 et 2021. Mais pour des fins de recherche et grâce au partenariat entre les chercheurs de l'Observatoire et le ministère de l'Éducation, et la collaboration de plus de 600 enseignants, nous avons fait passer l'épreuve de lecture à 11 000 enfants en 2021. Et donc, nous serons en mesure, lorsque nous obtiendrons les données sur l'épreuve de lecture à l'automne, très bientôt, de quantifier l'écart, s'il y en est un, sur la performance en lecture des enfants de 4e année par rapport à ceux qui étaient en 4e année en 2019. Et une question importante qui nous intéresse ici, c'est jusqu'à quel point il y a des différences entre les enfants qui évoluent dans des milieux défavorisés et ceux qui n'évoluent pas dans de tels milieux, puisque à ce jour, les études internationales indiquent que c'est là que les écarts se situent pour les apprentissages en fonction des perturbations scolaires ayant eu lieu au cours de la pandémie. Également, en 2021, à l'été dernier, plus de 4 000 parents, au jour d'aujourd'hui, on en est à 4 500 parents qui ont répondu à des questionnaires, à une enquête sur leur vécu familial et scolaire dans cette période, au cours de la période pandémique et des différents confinements que nous avons eus. Et au printemps 2022, nous ferons une évaluation du développement psychosocial et scolaire qui est fondée sur les mesures de l'ECDEM 2017 pour évaluer l'état de bien-être, de santé mentale et d'apprentissage des enfants qui sont maintenant en 5e année. Donc, nous espérons suivre le développement des enfants avec des données administratives jusqu'à leur entrée dans le milieu du travail. Et donc, je vais vous parler de ça avec la prochaine diapo. Alors, pour ce qui concerne le parcours préscolaire, on a ici un exemple de la richesse des données de l'ECDEM, puisqu'on voit qu'en moyenne, dans le quintile le plus défavorisé des enfants de l'ECDEM, 33% des enfants ont une vulnérabilité. Donc,
Le seuil, le point de coupure, je vous rappelle, en 2012 était de 10 %. Donc, dans le quintile le plus défavorisé des enfants, on a en moyenne 30 % qui ont au moins une vulnérabilité. Mais il y a des différences importantes en fonction de leur parcours préscolaire. Donc, pour ceux qui, par exemple, ont reçu des services dans un service de garde en général structuré, comme on les retrouve au Québec, le taux de vulnérabilité est en deçà de 30 %, tandis que j'attire votre attention sur la colonne qui est le plus élevée, les enfants qui ont évolué avant l'entrée en maternelle grande section dans des milieux préscolaires où ils n'ont reçu aucun service. Donc, soit qu'ils étaient à la maison avec un parent ou avec un membre de la famille ou avaient des modes de garde très irréguliers, comme par exemple des haltes garderies. Alors, pour eux, la proportion de vulnérabilité d'enfants vulnérables dans ce groupe était de 50 %. Donc, c'est une différence très significative entre les services d'éducation préscolaire et le fait de n'avoir reçu aucun service. Donc, les études de l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants visent à construire sur cette richesse des données pour aller encore plus loin et pour faciliter l'utilisation de données intersectorielles de recherche et administrative. Donc, nous sommes un regroupement de chercheurs qui sommes financés par les fonds de recherche du Québec et le regroupement a été lancé à l'hiver dernier spécifiquement pour mesurer comprendre l'impact de la pandémie sur le développement des enfants, sur le court terme, mais aussi sur le très long terme. Donc, notre mission est de créer des grandes études longitudinales, de rassembler les efforts des différents chercheurs et instances qui collectent des données sur le développement de l'enfant au niveau fédéral, au niveau provincial, afin de mieux comprendre les facteurs qui sont associés à l'éducation, la santé et le bien-être des enfants sur le court et le long terme. Donc, nos collaborations à ce jour sont fortes avec le ministère de l'Éducation, avec l'Institut de la statistique du Québec et avec les fonds de recherche du Québec. L'Observatoire veut faciliter l'utilisation intersectorielle des données, donc pour étudier le développement holistique de l'enfant en mettant ensemble les données d'éducation, les données psychosociales et les données de santé. Et donc, nous avons des données administratives ou du type enquête, recensement comme celle de l'ECDEM pour la population totale des enfants. Et les chercheurs sont encouragés, selon un modèle prédéfini, à verser leurs données lorsqu'il s'agit de grandes collectes avec des mesures harmonisables avec les autres enquêtes dans un centre de recherche sécurisé. Nous avons également une façon d'identifier les enfants qui ont des besoins particuliers et de voir jusqu'à quel point les services qu'ils reçoivent peuvent modifier leur trajectoire. C'est ma dernière diapo. Donc, dans ce centre sécurisé de données, nous avons un ensemble d'études longitudinales. C'est ce que nous construisons en ce moment. Nous avons des enquêtes qui ont commencé il y a 40 ans. Nous avons l'ECDEM 2012, l'ECDEM 2017 et nous aurons bientôt l'ECDEM 2022, ce qui nous permettra de comparer non seulement la trajectoire des enfants à l'intérieur d'une même cohorte, mais à travers les cohortes. Et je vais conclure avec un résumé qui illustre que les enquêtes populationnelles sur le développement des enfants, telles que nous souhaitons les utiliser au Québec, ont une capacité de mobilisation des communautés et qu'elles sont un premier pas vers les objectifs de développement durable sur lesquels nous sommes fixés pour favoriser une éducation inclusive et de qualité et surtout de réduire les inégalités sociales qui pèsent tant sur le développement des sociétés d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Sylvana. Je vais maintenant laisser la parole à Thierry Rocher, à Anne-Christophe et à Michel Fayolle pour cette présentation du côté français. Merci beaucoup. Pardon, je pense que vous m'entendez maintenant. Merci
Merci à vous pour cette présentation. Alors, du côté français, nous n'aurons pas vraiment de résultats à vous présenter, puisque notre idée, c'était plutôt de vous présenter notre projet de grande enquête longitudinale de suivi d'élèves qui seront sélectionnés en petite section de maternelle, c'est-à-dire vraiment en première année de préélémentaire à l'âge de 3 ans. Et donc, je vais vous présenter rapidement ce dispositif en lui-même et dans quel type de dispositif ce panel, comme on l'appelle, s'inscrit. Et puis, mes collègues, chercheurs, Anne-Christophe d'abord, puis Michel Fayolle ensuite, feront un focus plus précis sur des outils d'évaluation, des modalités d'évaluation des élèves à cet âge-là, qui constituaient pour nous un challenge important, puisque il y avait une nouveauté tout à fait importante dans ce nouveau dispositif de panel de l'ADEP. Alors, justement, je n'ai pas présenté ce qu'était l'ADEP, mais l'ADEP, c'est le service statistique du ministère de l'Éducation nationale. Et à l'ADEP, donc, au-delà de construire, disons, le système d'information statistique du ministère de l'Éducation nationale, il y a un volet qui est tourné vers l'évaluation, vers les enquêtes statistiques, l'évaluation des élèves, des établissements, tous les échelons du système. Et depuis les années 70, parmi tous les dispositifs existants, il y a des dispositifs qu'on appelle de panels, c'est-à-dire de suivi longitudinaux d'élèves qui ont été sélectionnés, alors soit à l'entrée en cours préparatoire, c'est-à-dire la première année de l'école élémentaire, soit à l'entrée en 6e, c'est-à-dire la première année du collège, c'est-à-dire la première année du secondaire inférieur. Et donc, l'idée, c'était de sélectionner des échantillons, de larges échantillons représentatifs d'élèves et qu'on pouvait suivre, qu'on a pu suivre dans le système éducatif, avec vraiment l'objectif de décrire et de comprendre ces trajectoires scolaires en lien avec des caractéristiques sociales, familiales, mais aussi en lien avec, bien sûr, des caractéristiques de l'organisation du système, puisque bien souvent, la mise en place de ces différents panels ont, disons, a été concomitante avec des mises en place de réformes éducatives, de grandes politiques éducatives. Donc, si je prends un exemple récent, par le panel 2007, qui suivait des élèves qui sont entrés en 6e du collège, il y avait 35 000 élèves sélectionnés en 2007. On les a suivis à travers leur parcours jusqu'à l'entrée dans la vie active. D'ailleurs, ces élèves, une partie d'entre eux, d'ailleurs, que l'on continue à suivre. Ça donne des éléments très riches sur les parcours, vous voyez, à l'école, mais aussi jusqu'à l'entrée dans la vie active. Et donc, la nouveauté en 2021, c'est la mise en place d'un nouveau panel, mais en sélectionnant non pas en cours préparatoire ou en 6e, mais en petite section de maternelle, c'est-à-dire vraiment la première année de l'école préélémentaire. C'est un panel que nous allons mettre en place là dans les semaines qui viennent. Alors, pourquoi a-t-on décidé, disons, de commencer un panel d'élèves avec des enfants aussi jeunes, vraiment dès les premiers âges? Alors, on avait besoin, disons, d'outils, il y avait différentes facettes, mais d'outils, en tout cas, qui nous permettaient d'éclairer un petit peu les effets des efforts qui ont été portés ces dernières années sur le premier degré, c'est-à-dire sur le primaire. Il y avait aussi un besoin de mieux comprendre en fait, le rôle que joue l'école maternelle par rapport à l'école élémentaire, dans le parcours des élèves, mais aussi par la suite, dans les trajectoires des élèves. Donc là, on pense vraiment que c'est un élément qui va être très, très instructif. Et puis, en termes de politique éducative, peut-être que vous le savez, mais la loi récente, depuis 2019, a abaissé l'âge obligatoire d'instruction qui est passé de 6 ans à 3 ans. Et donc, voilà, on a une mesure ici dont on espère pouvoir, disons, éclairer quelque part peut-être certains effets à travers ce suivi longitudinal. Donc, pour la première fois, à partir des données maternelles, comme je l'ai dit. Alors, de quoi s'agit-il? Le dispositif, c'est 35 000 élèves. Ça représente à peu près 5% de la population de référence. C'est un échantillon représentatif. L'idée, je ne l'ai pas spécifié, mais c'est vraiment, il s'agit d'une enquête statistique, c'est-à-dire que contrairement à d'autres dispositifs qui ont pu être présentés auparavant par nos collègues, ici, il s'agit en aucunement de, disons, rendre compte à un niveau individuel
Il n'y a aucun retour fait au niveau individuel. C'est vraiment l'objectif d'un traitement statistique pour les études statistiques et pour la recherche. Ce sont des dispositifs très utilisés par la recherche sur tout un ensemble de thématiques d'ailleurs très larges et différents champs disciplinaires d'ailleurs de la recherche. Alors, pourquoi un échantillon aussi de taille importante? Je l'ai dit, c'est parce qu'on va suivre ces élèves jusqu'à l'enseignement secondaire, voire l'enseignement supérieur, et j'espère l'entrée dans la vie active, mais ça, ce sera dans de nombreuses années maintenant. Hein. Donc, c'est vraiment une projection pour le futur très, très importante. Et en termes d'instruments, donc on a à la fois, disons, des mesures des acquis des élèves. Bon, on va montrer quelques exemples dès l'âge de 3 ans ici, puis il y aura différentes étapes auxquelles ils seront évalués. Je pense notamment vers l'âge de 6 ans, à l'entrée en cours préparatoire, puis à l'entrée au collège, etc. Il y aura des jalons où ces élèves seront évalués. Et deuxième instrumentation, c'est l'enquête auprès des familles. Et là, on a un dispositif tout à fait important et très riche d'enseignement sur les conditions, disons, socio-économiques, de logement, de pratiques culturelles, etc., des familles, hein, qui s'énèrent extrêmement riches. Et enfin, troisième volet aussi, pour la première fois qu'on intègre dans ces panels, c'est une interrogation auprès des enseignants, ici, de maternelle, dès la maternelle d'ailleurs, sur un peu leur pratique, leur perception du métier d'enseignant maternel, etc. Donc, on essaye d'avoir, disons, une vision de 360 sur la scolarisation de ces élèves et les facteurs qui vont pouvoir jouer sur la scolarité. Alors voilà, maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail avec mes collègues ensuite sur l'aspect évaluation des élèves en petite section maternelle, avec 3 domaines que nous avons décidé d'évaluer en petite section maternelle, à savoir le domaine autour du langage oral, un domaine autour des mathématiques, et un domaine autour de compétences transversales, qu'on appelle aussi les fonctions exécutives, autour de l'autorégulation, par exemple, des élèves, leur autonomie, etc. Et 2 types de modalités, soit d'une part des grilles d'observation qui seront remplies par les enseignants des élèves, mais pour l'ensemble des 35 000 élèves, et sur une sous-partie, sur environ 10% de l'échantillon, une interrogation avec une application, une sorte de tablette, donc par des personnes, administrateurs d'évaluation externes, hein, à l'école, qui viendront faire passer ces évaluations, avec l'idée aussi de pouvoir aussi comparer les grilles d'observation des enseignants et une évaluation externe standardisée afin de mesurer éventuellement d'éventuels écarts par la suite. Voilà en quelques mots donc, les dispositifs des panels et puis leurs caractéristiques pour ce qui concerne ce nouveau panel 2021. Je vais tout de suite donner la parole à Anne-Christophe qui va nous présenter des exemples et plus en détail l'aspect évaluation du langage. Merci beaucoup. Donc, si tu peux me passer la prochaine diapo. Il en manque une avant ça. Ah, c'était celle-là, la générale. Ah, voilà, parfait. Donc, comme Thierry vient de l'expliquer, donc il y aura 2 manières d'évaluer le langage. La première, c'est une grille d'observation, un questionnaire qui est proposé aux enseignants. Et le second, c'est le test sur tablette. C'est celui-ci que je vais vous présenter un petit peu plus en détail sur seulement 10% d'échantillons qui représentent quand même environ 3500 enfants. Et donc, ce test, il est basé sur un test qui avait été développé aux États-Unis par certains de nos collègues. Ce test s'appelle le QUILS. Et le test français est développé en partenariat avec ses collègues, entre ses collègues américains et des collègues français. Donc, c'est Katir Spazek, Roberta Golinkov, Gilles de Villiers. Et en France, Alex de Carvalho, Thierry Nazir, Anka Bichelchak. Et l'intérêt de ce test sur tablette, c'est qu'il va mesurer la compréhension de l'enfant selon différentes modalités. Donc d'abord, il y a un test de vocabulaire qui est la chose la plus facile à tester, celle à laquelle on pense toujours. Donc on va tester des noms, des verbes, mais aussi des propositions spatiales ou temporelles comme avant que, après que. Il y a toute une partie du test qui va viser à tester la compréhension des phrases. Donc, on va voir de quelle manière les enfants comprennent des phrases comme des questions, des phrases au passé, des phrases qui contiennent des propositions subordonnées, aussi des prépositions spatiales. Je vais vous montrer des exemples dans un instant, ça va devenir plus concret. Et enfin, le dernier aspect du test qui est particulièrement intéressant, c'est qu'on va tester la capacité de ces enfants à apprendre des mots nouveaux.
parce qu'on sait très bien qu'une grande partie de ce que font les enfants de cet âge-là, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'est apprendre énormément de mots nouveaux tous les jours. Et on sait qu'ils ont tout un tas de stratégies pour découvrir le sens de mots nouveaux. En particulier, ils peuvent utiliser la structure des phrases dans lesquelles ils entendent ces mots pour essayer de deviner, d'inférer le sens probable de ces mots. Et donc, le but ici, c'est de voir dans quelle mesure les enfants ont cette capacité à inférer le sens de nouveaux mots, parce que ça peut nous permettre de distinguer entre différents types d'enfants. Donc, on pourrait avoir, par exemple, des enfants qui sont très bons pour apprendre des nouveaux mots, mais qui n'ont pas un vocabulaire très riche pour le moment. Ça pourrait être dû au fait que dans leur environnement, ils n'ont pas été exposés à un vocabulaire très riche. Par exemple, parce que dans leur famille, on ne parle pas le français à la maison. C'est très, très fréquent en France comme au Québec. Ou aussi parce qu'à la maison, il n'y a pas beaucoup de livres et donc un vocabulaire moins riche. Donc tout ça, ça nous permet de distinguer un peu la mesure simple du vocabulaire qui est comme à l'instant T tout ce qu'ils ont réussi à apprendre, de leur capacité à apprendre des choses nouvelles, qui est finalement ça qui va nous permettre de mieux prédire le futur d'évolution de l'enfant. Alors, diapo suivante, s'il te plaît, Thierry. Donc, juste pour vous montrer comment ça marche, c'est tout simple. Donc, l'enfant a plusieurs images sous les yeux. On lui pose une question par oral, il écoute ça avec un casque. Donc, par exemple, montre-moi le feu d'artifice. Et l'enfant doit répondre en cliquant sur l'image du feu d'artifice. Donc, c'est tout simple et les enfants apprennent à faire ça très bien. Il y a déjà eu un test sur 1000 enfants qui a été fait, un pilote, dès cette année. Et donc, le test est bien passé. Les gens qui ont fait passer le test ont dit que les enfants y jouaient volontiers. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc maintenant, un exemple de compréhension des phrases. Donc cette fois-ci, l'enfant voit ces 3 images et entend « Montre-moi la poule qui est devant la chaise blanche ». Et donc vous voyez que pour répondre à cette question, il ne suffit pas de comprendre « poule devant chaise et blanche » parce qu'il y a plusieurs chaises blanches, il y a aussi des poules blanches, et il y a des poules qui sont devant les chaises et des poules qui sont derrière les chaises. Donc pour répondre à la question, on doit vraiment comprendre toute la phrase et l'analyser correctement pour sélectionner l'image correcte qui est ici, celle de droite. Diapo suivante. Alors voilà maintenant un exemple d'apprentissage de nouveaux mots. Ici simplement, il voit une petite animation qui est représentée ici par l'image qui est en haut. Et pendant qu'il voit cette image, on voit simplement un enfant qui fait un geste comme ça. On leur dit « Oh regarde, le garçon Pirdal, tu vois, le garçon Pirdal ». Et Pirdal, évidemment, c'est un mot qui n'existe pas en français. Et ensuite, on va leur proposer 3 images, c'est les 3 que vous voyez en bas, qui sont cette fois-ci fixes et pas animées. Et l'enfant qui pirdale, dans ce cas-là, c'est celui du milieu. Donc, ce n'est pas l'enfant qui est habillé comme le premier enfant, ce n'est pas le même enfant qu'avant, c'est celui qui fait la même action. Si l'enfant arrive à faire ça, ça nous indique qu'il est déjà capable de repérer quand on leur dit « Oh, regarde le garçon Pirdal ». Pirdal occupe la position d'un verbe et représente une action. Ça paraît tout bête, mais c'est quelque chose d'important pour apprendre des mots nouveaux. Diapo suivante, s'il te plaît, Thierry. Donc là, on voit quelque chose d'encore plus compliqué. Si tu peux jouer le film en cliquant sur la petite flèche, merci. Ah, bon, c'est pas grave. En tout cas, sur le film, on voit donc cette action. Voilà, ça marche. Quelqu'un bamoule quelque chose à quelqu'un. Tu vois? Quelqu'un bamoule quelque chose à quelqu'un. Voilà, parfait. Donc, vous aviez le son en plus. Et donc, sur cette image, vous voyez en fait 2 actions. Il y a cette jeune femme qui est en train d'envoyer avec un objet une girafe violette vers le monsieur en bleu. Et puis, de l'autre côté, il y a ce monsieur en vert qui fait une autre action avec une girafe jaune. Et donc, quand on entend une phrase comme « Regarde, quelqu'un bamoule quelque chose à quelqu'un », la structure syntaxique nous dit qu'ici, on a affaire à un verbe de transfert. Donc, on devrait chercher une action de transfert. Encore une fois, c'est le genre d'inférence que les locuteurs du français font facilement. On va tester ici si les enfants font également ce type d'inférence. Diapo suivante, s'il te plaît, Thierry. Et donc là, vous voyez le genre d'images qui sont pour réponse, c'est les 3 images qui sont présentées en bas. Et cette fois-ci, on leur dit « Montre-moi quelqu'un qui bamoule quelque chose à quelqu'un ». Et la réponse correcte, dans ce cas-là, c'est l'image de droite. On voit 2 nouveaux personnages qui sont en train de faire cette action avec des objets de couleurs différentes par rapport à celui qu'ils sont utilisés pour apprendre le sens du mot nouveau. Et donc, juste pour conclure là-dessus, ça c'était des exemples pour rendre ce test un petit peu plus concret. Donc, ce type de test nous sert à plusieurs choses. La première, c'est qu'on a ici une évaluation objective de la compréhension orale des enfants et on va pouvoir comparer ça avec les grilles d'observation remplies par les enseignants. Ça nous permettra de voir si les enseignants ont une perception très fine de ce que les enfants comprennent et c'est tout à fait possible que ce soit le cas, effectivement, parce que je pense qu'on ne va pas les tester tout de suite au début de l'année, on va attendre le mois de janvier quand les enseignants commencent à bien connaître leurs élèves.
hein, et on pense que c'est tout à fait possible que les enseignants aient eu le temps de bien observer les élèves et d'avoir une connaissance fine. Ça sera important de le savoir, de le confirmer effectivement. Deuxième intérêt, ce test aura été fait sur 3500 enfants, ça va nous fournir un étalonnage formidable. Ce qui permet par la suite, hein, ce qu'on souhaite faire, c'est rendre ce test disponible à qui veut l'utiliser, ce qui peut permettre à un enseignant qui peut-être a un doute sur un enfant particulier de lui faire passer le test et de voir comment il se situe par rapport à la population des enfants du même âge potentiellement au mois près. Pourquoi pas, parce que sur les 3500 enfants, on en aura beaucoup qui auront 3 ans 1 mois, 3 ans 2 mois, 3 ans 3 mois, etc. Un autre intérêt très important de ce type de test, c'est qu'on peut les utiliser aussi pour la recherche. Donc, supposons qu'on veuille établir une intervention qui permet de faciliter l'acquisition du langage, peut-être pour des populations particulières, peut-être pour des enfants bilingues qui n'ont pas de français à la maison. Eh bien, on a envie d'évaluer l'efficacité de ce type d'intervention. On peut le faire dans un test où on a un groupe expérimental qui bénéficie de l'intervention, un groupe contrôle qui n'en bénéficie pas. Et on va tester la compréhension du français avant et après le test pour voir si le groupe expérimental augmente sa performance plus que le groupe contrôle. Voilà, je vous remercie. Merci Anne. Alors, on va passer la parole à Michel Fayeul sur l'aspect de l'évaluation des volets mathématiques que nous avons mis en œuvre dans cette enquête. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, pour ce qui concerne les mathématiques, nous n'avons pas pu nous référer à un travail préalable et donc nous avons essayé de constituer un ensemble de petites épreuves accessibles à des enfants de 3 ans en nous inspirant très largement des études longitudinales disponibles dans la littérature scientifique. La difficulté à laquelle nous avons été confrontés a tenu au fait que beaucoup de ces études longitudinales ne s'attachent qu'à des périodes partielles. Par exemple, on a plutôt un assez grand nombre de travaux pour la période qui va de 5 ans jusqu'à 7-8 ans. On a beaucoup moins de travaux qui commencent à 2-3 ans. Et c'est cela qui nous intéressait le plus. Et lorsqu'on a des travaux à 2-3 ans, il est très rare que leur aboutissement s'étende au-delà de 5 ans, 6 ans. Et donc, nous avons dû faire un mixte de l'ensemble des données disponibles et ce mixte, nous l'avons organisé sur 4 dimensions. Mais avant, je dois dire que contrairement à ce qui a été possible pour Anne-Christophe sur le langage, nous avons procédé uniquement pour l'instant à partir de questionnaires et à partir d'observations par les enseignants et nous n'avons pas en l'état de dispositif susceptible d'être mis sur tablette. Ce serait évidemment possible, mais en l'état, nous ne l'avons pas. Donc, en l'état actuel, nous avons distingué 4 dimensions qui, dans les données scientifiques disponibles, apparaissent comme étant très importantes pour prédire les développements ultérieurs, les trajectoires d'apprentissage et la réussite à des épreuves d'arithmétique qui sont, pour l'essentiel, standardisées. Tout d'abord, la connaissance des codes, elle a 2 dimensions. La dimension verbale, qui est une dimension importante en français, parce que certes, à l'âge de 3 ans, lorsque nous commençons ce travail, on a affaire à un système relativement simple, mais comme vous le savez probablement, dans le français de France, en tout cas, le système de dénomination des quantités se complique à partir de 60 et au-delà. Et donc, on connaît mal actuellement le développement de cet apprentissage et la manière dont les enfants en viennent à bout et en même temps sont capables de s'en servir dans des tâches de dénombrement ou dans des tâches de calcul mental. Et puis, évidemment, le deuxième code, c'est le code indo-arabe.
Et on peut mettre en place des épreuves simples de lecture, de reconnaissance de chiffres et étudier l'association entre ces deux codes. À nouveau, la question est une question qui a été explorée dans les années 1990 par des comparaisons internationales entre la Suède, les États-Unis et la France. Et c'est vrai que les pays d'Asie du Sud-Est, par exemple, présentent une plus grande facilitation dans l'interprétation de ces associations. Donc, voilà une première série d'épreuves qui porte sur les codes. La deuxième série d'épreuves porte sur les quantités et la cardinalité. Alors, il y a deux épreuves phares qui apparaissent pratiquement tout le temps, qui sont dire combien, à partir de collections très simples de quelques éléments qui sont proposés aux enfants, et les enfants doivent simplement dénombrer ou bien dire en un coup d'œil, ce qui correspond à ce qu'on appelle le subitizing, combien d'éléments sont présents. Ça a été très étudié, on a énormément de données. En revanche, on n'a pas beaucoup de données sur la période qui nous intéresse ici. La deuxième épreuve, c'est une épreuve d'élaboration d'une collection à partir d'un ensemble qui est fourni et on demande aux enfants de donner un certain nombre d'éléments. Ces deux épreuves sont certes corrélées, mais la seconde est assez nettement plus difficile que la première et elle a fait l'objet d'études récentes qui montrent que sur les toutes petites collections, 1, 2, la différence est très faible, mais dès qu'on atteint 3, par exemple, on a des différences qui peuvent devenir importantes. Dans la même série d'épreuves, on a les comparaisons de collections et les comparaisons de nombres. C'est-à-dire qu'il faut dissocier ce qui relève de ce que nous appelons des présentations de type préverbal, des collections de points, des collections d'objets, et ce qui relève de la comparaison de chiffres, par exemple, ou de noms de nombres. Ces deux types d'épreuves donnent des résultats assez différents et il se trouve que dans les études longitudinales qui ont été effectuées jusqu'alors, on trouve que leur caractère prédictif n'est pas le même à la fois selon les périodes et ensuite selon les périodes ultérieures qui sont étudiées du point de vue des performances arithmétiques. Et évidemment, on a toute la question de l'association des quantités et des nombres. C'est un domaine qui a été très étudié et qui montre des résultats plutôt inattendus, en tout cas pour les pédagogues. C'est la très grande lenteur avec laquelle les enfants associent des quantités très simples, comme 2, comme 3, comme 4, avec les noms de nombres et les difficultés que ça soulève avant qu'ils puissent passer d'une manière qu'on ne saisit pas encore très bien à un système de dénombrement qui se généralise à toutes les quantités. Voilà, ça c'est un deuxième point. C'est sans doute le domaine qui a été le plus exploré. On passe ensuite à l'ordinalité, au fait que les nombres sont ordonnés et qu'on peut ordonner les collections, sérier les collections de la plus petite à la plus grande ou inverse. Et très récemment, les travaux ont montré que, en tout cas, à partir de 6 ans, ce sont ces épreuves d'ordinalité, de sériation qui semblent les plus prédictives des performances ultérieures. Tout se passe comme si on avait une première période au cours de l'enfance, jusque vers 5 ans à peu près, où c'était la notion de cardinal qui était la plus fondamentale et celle qui devait être établie et consolidée, alors qu'à partir d'une période un peu ultérieure, donc qui nous amènera dans le suivi de la cohorte à aller un peu plus loin, il semble que ce soit l'ordinalité qui joue un rôle plus important et on l'évalue avec des petites épreuves du style est-ce que les 3, 5, 4 c'est dans l'ordre? Alors 3, 5, 4 ça peut être sous format
chiffre arabe, mais ça peut être aussi sous format de collections qui sont suivies de collections de points, par exemple, et puis avec des intervalles plus ou moins importants. Voilà, ce sont des travaux relativement récents et on a des longitudinales qui sont d'un empan relativement modeste. Diapositive suivante, s'il te plaît. Ensuite, nous avons tout un champ qui est le champ dont on pourrait dire qu'il est une sorte de propédeutique au traitement des opérations arithmétiques qui viendront après et qui seront formalisées. Il s'agit d'évaluer dans quelle mesure les enfants sont capables de prédire le résultat d'une transformation alors même qu'ils ne peuvent pas voir ce résultat. Par exemple, en utilisant des boîtes opaques dans lesquelles on va placer une première collection de 2, de 3 éléments et boîte dans laquelle ensuite on va placer sous leur contrôle un élément de plus ou au contraire on va enlever un élément parmi ceux qui sont déjà là et on va ainsi essayer de voir dans quelle mesure ils sont capables en quelque sorte de mentaliser ce qui s'est passé et de dire quel est le résultat de ces transformations. Alors on le fait d'abord avec un matériel préverbal, des jetons, peu importe, et ensuite on le compare avec les mêmes situations, mais avec une présentation verbale. Et les données dont on dispose jusqu'alors, mais les longitudinales sont relativement rares, c'est que le passage à la présentation verbale constitue une source très importante de difficultés, alors même que les premières épreuves non verbales semblent très bien réussies avec un effet relativement modeste, voire presque absent des conditions socioculturelles des familles. Donc c'est un point important pour les questions qui sont soulevées. Voilà, donc nous avons collecté des données sur environ 400 enfants, sans tablette, hein, simplement avec des observations. Et après la prise en compte des programmes actuels, qui constituent une contrainte, après consultation des enseignants qui ont été impliqués, nous avons aménagé ces dimensions, d'abord parce qu'elles étaient bien trop nombreuses et qu'il fallait choisir, donc avec des calculs de corrélation et toute une série de discussions, nous avons essayé d'élaborer une grille de travail qui pourrait ensuite conduire à la mise sous forme d'une tablette de manière à optimiser les informations collectées en veillant à ce que celles que nous allons recueillir soient parmi celles dont on pense aujourd'hui dans l'état de nos connaissances scientifiques, qu'elles sont les plus prédictibles et les plus importantes. Peut-être je dois ajouter un dernier point, c'est que dans les longitudinales qui ont été utilisées pour mettre au point ces épreuves, les épreuves terminales qui ont été évaluées par exemple à 7 ans, 8 ans ou 9 ans étaient plutôt des épreuves terminales de type opération arithmétique plutôt que des épreuves terminales de type résolution de problèmes. Et donc ça limite un peu la portée de ce dont nous disposons aujourd'hui. Voilà. Merci Michel. Voilà, de notre côté français, ce que nous voulions partager avec vous autour de ce nouveau projet du panel 2021. Un grand merci pour votre présentation et pour l'ensemble de ces 5 présentations très enrichissantes qui vont susciter, j'en suis convaincu, de fructueux échanges. Pour cette deuxième partie du webinaire, il nous reste environ 25 minutes pour échanger. Donc, je vais me permettre de poser quelques questions et je commencerai par une question toute simple. Quel est l'impact de la maternelle sur le développement et le bien-être des enfants? Que nous dit la recherche? Quel est l'état des lieux? Puis, Sylvana, je vous bamoule la question. Je reçois la question que vous m'avez balmoulée avec un grand plaisir. La première chose que j'aimerais souligner, c'est que quand on parle de maternelle, on n'a pas la même... ça ne concerne pas les mêmes âges en France et au Québec. Au Québec, la maternelle
débute à 5 ans. Les enfants doivent avoir 5 ans au 30 septembre de l'année scolaire. Donc, l'enquête de l'ECDEM, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, concerne les enfants de maternelle grande section. Il y a la prématernelle qui est en place à partir de 4 ans. Mais ça n'a pas le même caractère obligatoire que la maternelle. Donc, la différence des parcours préscolaires entre le Québec et la France est très, très, très intéressante et on a déjà prédiscuté avec les collègues français jusqu'à quel point ce serait pertinent d'avoir des comparaisons internationales sur le sujet, puisque les parcours sont si différents et que nous sommes vraiment curieux de voir jusqu'à quel point les enfants arrivent en maternelle grande section au début, à la veille du CP, avec des compétences plus ou moins différentes. Donc, au Québec, on a quand même une série d'études qui ont été menées pour montrer, où on a montré l'association entre la fréquentation de milieux préscolaires structurés de façon régulière. Donc, structuré, ça veut dire dans des centres avec une infrastructure, avec du personnel formé. Et lorsque cette fréquentation de services d'éducation préscolaire débute tôt, qu'elle est régulière, les enfants arrivent mieux préparés à l'école maternelle, grande section. Mais là, il y a une différence très importante en fonction du statut socio-économique, de sorte que la différence, elle est très petite pour l'impact positif, disons. Il est très petit pour les enfants, la majorité des enfants qui ne sont pas défavorisés, mais la taille d'effet est grande pour les enfants défavorisés, donc qui autrement grandiraient dans un milieu moins stimulant. Donc, sur la base de ces résultats qui ont été reproduits à l'international, notamment au Royaume-Uni, on a vraiment, donc dans les systèmes où l'éducation préscolaire est plus libérale, disons, c'est-à-dire que les gens choisissent leur milieu préscolaire, il n'y a pas une structure universelle, très fortement universelle qui est offerte aux parents. Alors, dans ce genre d'environnement-là, on a pu faire ces comparaisons pour montrer que l'éducation préscolaire réduit les inégalités de développement entre les enfants moins bien nantis et ceux qui sont mieux nantis. Donc, ce sont des résultats qui sont vraiment importants pour le rehaussement de la qualité de l'éducation préscolaire. Merci beaucoup, Sylvana. Je pense que Anne souhaitait intervenir. Oui, merci beaucoup Sylvana. C'est effectivement des données très importantes parce que c'est ce qu'on espère que la maternelle sert à quelque chose, mais c'est quand même vachement sympa de voir que ça marche vraiment quand on fait une étude. Moi, je voudrais rebondir sur une question qui a été posée sur l'intervention tout à l'heure de Sylvana, qui est qu'on voit que la maternelle 4 ans, c'est mieux que rien du tout, mais ça a l'air d'être pire que le mode de garde. Et donc, effectivement, il y a quelqu'un d'autre qui a suggéré, est-ce que c'est pas parce qu'on a proposé la maternelle 4 ans aux enfants les plus défavorisés au départ qu'on a cet effet-là? Donc, je suis curieuse d'avoir la réponse à ça. Alors, c'est effectivement un très bon point. Vous avez bien observé la diapo. Il y a différentes hypothèses. Hein. Effectivement, l'hypothèse qu'à l'époque, en particulier à l'époque où les données ont été collectées, c'était destiné en priorité aux enfants de milieux défavorisés la maternelle. Donc, on ne connaît pas à ce jour l'association entre cette fréquentation et le développement à la maternelle si c'était offert plus largement. Mais l'autre différence qui est très importante, c'est que les enfants qui vont dans un service d'éducation préscolaire, on parle de service de garde, de crèche, ils commencent beaucoup plus tôt. Alors, ils ont en moyenne 2 ans de plus dans ces services. Alors ça fait aussi une grande différence, tandis que la prématernelle débute à 4 ans. Alors, c'est mieux que rien, effectivement, mais c'est pas aussi, ça n'a pas la même taille d'effet. D'accord, merci beaucoup. Ouais, un autre aspect très important, je pense, c'est aussi le coût. C'est-à-dire que la maternelle est gratuite en France, je suppose aussi au Québec. Les services de garde sont en général payants. Donc, évidemment, ça empire encore les effets d'inégalité sociale qui peuvent exister. Alors, au Québec, on a mis en place en 1997 un réseau de centres de la petite enfance qui se veut
presque universel, on tente de le développer pour que ce soit dans ce sens-là, et qui est à très faible coût et qui est gratuit pour les familles les plus défavorisées. Donc ça prend en compte là, un aspect important de votre question. Là, les coûts ne sont pas une embûche ou un obstacle à la fréquentation des crèches comme ça l'est à l'extérieur du Québec, dans d'autres provinces canadiennes. Mais moi, j'aimerais vous retourner une question à mes collègues français, c'est que vous avez mis en place la maternelle à partir de 2 ans, 3 ans, et quelles sont vos hypothèses sur l'éventuel développement des enfants qui commencent une scolarisation à cet âge-là? Je vois que vous allez pouvoir vérifier avec des données. On va suivre attentivement vos résultats bientôt. Mais avez-vous des hypothèses particulières par rapport au contenu de l'éducation et comment ça va favoriser le développement et réduire les inégalités? Thierry, Anne? Peut-être juste un mot pour dire qu'effectivement, Anne l'a évoqué, c'est vrai qu'il y a des configurations très différentes. Et par exemple, la scolarisation à 3 ans, même avant la loi que j'ai évoquée d'abaissement de l'âge d'instruction obligatoire, était déjà massive. C'est-à-dire que et quand je dis massive, c'est plus de 95% des élèves. Donc, c'est difficile. Il y a eu des études, en revanche, sur la scolarisation à 2 ans, c'est-à-dire 1 an avant. Et où, à ma connaissance, en tout cas les études statistiques qui ont pu être faites, il n'y avait pas vraiment tellement de consensus. Voilà, ça dépendait vraiment des études et des contextes. Mais en tout cas, là, ce qui sera intéressant, c'est que dans cette nouvelle enquête, on interroge aussi les pratiques enseignantes et les perceptions des enseignants. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui sera regardé, c'est-à-dire comment la variabilité de ces pratiques, de perception du rôle de l'enseignant à l'école maternelle, etc., peut éventuellement avoir un impact sur le développement des élèves et des inégalités en particulier. Donc, écoutez, merci beaucoup. Je passerai à une autre question. Là encore, avec le lien à faire entre les services préscolaires et puis la maternelle, comment est-ce que ces services préscolaires ils peuvent être des égalisateurs sociaux pour les enfants de la maternelle, que ce soit en France ou au Québec? Je vous laisse choisir qui prendra la balle au bon. Allez-y, Anne. Alors, moi, je peux répondre pour le domaine du langage, c'est assez facile, évidemment. Hein. Donc, il y a une manière évidente, c'est qu'on a beaucoup de familles qui viennent d'ailleurs, qui parlent leur langue maternelle à la maison. Et pourtant, la langue de scolarisation, ce sera le français. Donc, on a besoin qu'au moment où ils arrivent à la scolarisation formelle, certainement à 6 ans, quand ils apprennent à lire et à écrire, que ces enfants aient un très, très bon niveau de français. Sinon, ils vont démarrer avec une longueur de retard. Disons, ça sera compliqué pour eux de pouvoir avoir la même performance que s'ils parlaient bien français. Et donc, évidemment, les systèmes de garde préscolaire et l'école maternelle sont des endroits où les enfants ont l'opportunité d'apprendre le français, de rencontrer des livres, enfin voilà, donc de vraiment s'approprier le français pendant plusieurs années pour l'apprendre de manière implicite, comme ils font très bien, avant de rencontrer l'éducation formelle. Si je peux me permettre de compléter avec la même ligne de pensée pour le développement psychosocial. C'est vrai pour le langage, c'est vrai pour le développement psychosocial. Les enfants apprennent à se comporter avec les autres. C'est leur première expérience de vivre ensemble à la petite enfance. Toutes les données en neuropsychologie indiquent clairement en neurodéveloppement que plus on commence tôt à apprendre ce genre d'habileté, le langage, vivre avec les autres, que plus c'est facile. Et donc, il y a un potentiel énorme de l'éducation préscolaire pour prévenir que les enfants arrivent en maternelle, ici en l'occurrence grande section, mal préparés et que ce soit des retards que le système d'éducation formelle doivent si je puis dire, corriger et que ce soit très, très difficile. Donc,
voilà, je pense qu'on a les 5 premières années de vie comme une fenêtre d'opportunité importante pour agir. Monsieur Fayolle. Oui, je m'interroge sur le fait que la scolarisation à l'école maternelle, alors nous la mettons en place avec d'excellentes intentions, en particulier le souhait de voir cette scolarisation favoriser les enfants issus de milieux défavorisés, acquérir mieux le langage, les habiletés sociales. Bien sûr, ça c'est l'intention. Alors, dans les faits, est-ce que cette scolarisation qui s'étend à tous les enfants ne risque pas d'accroître les inégalités? Est-ce que cette possibilité a été envisagée? Je suis désolé de poser une question. Si je peux me permettre, M. Fayolle, c'est que nous, ce qu'on constate au Québec, c'est quand elle n'est pas complètement universelle et, je dirais même obligatoire, qu'elle risque d'augmenter les inégalités parce que le choix des parents d'utilisation de ces services-là est très, très dépendant de leur statut socio-économique. Et donc, on voit qu'au Québec, ceux qui utilisent les services de plus haute qualité, les plus structurés, sont ceux qui ont des statuts socio-économiques plus favorisés. Et donc, ça, c'est un signe qui possiblement peut augmenter les inégalités si on n'a pas des mesures très importantes pour encourager les gens de tous les milieux à utiliser ces services. Et il n'en demeure pas moins, Sylvana, vous me permettez, que la maternelle 4 ans au Québec a été à l'origine orientée surtout sur les milieux défavorisés. Elle tente à s'étendre, mais la volonté politique au début, c'était les milieux défavorisés. Donc, c'est un peu une réponse à votre question, M. Fayolle, je crois. Oui, oui et non. Il me semble que, alors, pour la France, où le système est généralisé, il me semble que dans les données dont on dispose actuellement et qui n'ont pas la qualité des données que nous pourrons recueillir, il me semble que la maternelle ne réduit pas tellement ces inégalités. Alors, probablement qu'elle permet aux enfants, par exemple issus de cultures un peu différentes ou très différentes, d'acquérir une part du langage, mais les différences de milieu social tendent à, sinon perdurer, et peut-être même dans certains environnements, à augmenter. Je ne crois pas qu'on puisse faire l'économie de cette question, et notamment en relation avec les pratiques pédagogiques ou les méthodes de prise en compte des différences sociales, psychosociales des enfants. Je crois que c'est une question très sérieuse. Dans les... Oui. Sur ce dernier point, M. Fayolle, pourriez-vous développer un peu? Je suis très curieux de vous entendre. Il me semble que l'école maternelle a cet objectif d'amener les enfants des milieux les plus défavorisés à rejoindre, avant l'entrée à l'école élémentaire, les performances en langage, les performances en comportement social, les performances en attention aussi, des enfants de milieux classe moyenne et classe favorisée. Alors, si c'était vrai, on devrait avoir des différences qui sont amenuisées en fin d'école maternelle ou à l'entrée à l'école élémentaire. Et je ne suis pas sûr qu'en l'état actuel des données dont on dispose, on puisse dire que c'est le cas. Mais Thierry en sait peut-être un peu plus que moi là-dessus. Et ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que voilà, avec depuis quelques années, depuis 2018, on a mis en place un système d'évaluation, notamment avec le Conseil scientifique de l'Éducation nationale, à l'entrée en CP notamment, donc la première année de l'école élémentaire à 6 ans. Et dès l'entrée au CP, c'est très clair, hein, ce qui apparaît dans les données, c'est déjà des différences assez marquées socialement, c'est-à-dire quand on regarde ce qu'on appelle les écoles d'éducation prioritaire, c'est-à-dire là où sont concentrées les difficultés socio-économiques, on voit des écarts qui peuvent être importants jusqu'à très importants dans certains domaines, par exemple dans la compréhension du langage oral
par exemple, de mots ou de phrases. C'est vraiment des écarts extrêmement importants dès l'entrée en CP, ou bien aussi dans la résolution de problèmes. Oui. C'est deux domaines. Oui. On met un environnement enrichissant à la disposition mais c'est caricatural, de deux populations, l'une plutôt défavorisée, l'autre plutôt favorisée. Et il n'est pas très étonnant, si cet environnement est enrichissant pour les deux, que ceux qui sont déjà en position favorisée en bénéficient encore plus. Donc, il y a un véritable problème de prise en charge des inégalités sociales au sein de ces écoles maternelles, fréquentées en tout cas en France par tous les enfants, de façon à essayer de trouver des moyens non pas de faire baisser les performances des enfants favorisés, mais d'amener ceux qui le sont moins à rattraper. Et je ne pense pas qu'actuellement on y soit parvenu. J'aurais une dernière question que je vais prendre qui vient du public, qui s'adresserait peut-être à vous, Thierry. Sophie Houle qui nous demande, lorsque la décision a été prise en France donc d'abaisser l'âge de l'instruction obligatoire de 6 ans à 3 ans, comment est-ce que les milieux scolaires ont été préparés? En fait, comme je disais précédemment, le taux de scolarisation à 3 ans était déjà extrêmement élevé, de l'ordre de 97% à peu près, on estime à la DEP. Donc, on a une école qui accueille potentiellement tous les élèves gratuitement, donc c'est une fréquentation qui était déjà énorme avant même. Donc, du coup, j'ai envie de dire, il y avait une sorte de... c'était déjà installé quelque part des conditions d'accueil des élèves à cet âge-là. Maintenant, se pose la question, comme disait Michel Fayol, c'est ce qu'on va voir dans le panel, c'est-à-dire de ce qui se passe en fait, un peu de quelles sont les pratiques pédagogiques à cet âge-là, etc. On va aller un peu plus en détail grâce à cette enquête sur le processus. Voilà. Mais en termes de taux, je dirais que le milieu était déjà largement préparé. Écoutez, je pense qu'on arrive bientôt à la fin de ce webinaire, de ces échanges. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait rajouter un élément pour compléter. Sylvana, vous avez tout à l'heure abordé rapidement l'enseignement explicite. Je ne sais pas si vous voulez peut-être rajouter un élément là-dessus. En fait, en guise de conclusion, moi, je suis ravie de voir que nos deux ministères de l'Éducation s'intéressent aux questions de la petite enfance et de ce qui vient avant la maternelle, grande section, et de comment bien préparer les enfants au début de la scolarisation. On a deux exemples. On a un exemple en France, un modèle très différent du nôtre, où on voit que les inégalités sociales ne semblent pas, a priori, comme le suggère M. Fayol, s'aplanir de façon magique, comme on pourrait l'espérer avec des mesures universelles commençant même à 2 ans ou 3 ans. Donc, ça suggère qu'on a besoin d'efforts majeurs et de mesures d'universalisme proportionnées probablement pour soutenir les enfants défavorisés encore plus. Mais je pense que c'est fascinant de voir que ces différences sont tenaces et qu'on va devoir relever nos manches de part et d'autre de l'Atlantique pour les aplanir. Juste pour rebondir là-dessus, pour dire que peut-être en prolongement de ce webinaire, c'est vrai qu'on a commencé à discuter de possible rapprochement de ces grandes enquêtes qui, à la fois en France et au Québec, ont lieu et qui, effectivement, vont apporter des éclairages très, très importants sur disons, l'impact de l'école, vraiment de l'école maternelle, préélémentaire, etc., même s'il y a des configurations très différentes. Et je pense que ce sera certainement la suite, dans les mois qui viennent, peut-être des échanges qui ont déjà commencé d'ailleurs sur les instruments notamment. Donc je pense qu'on est assez impatient aussi de partager tout ça avec vous. Tout à fait. Impatience partagée. Écoutez, j'allais conclure. On est arrivé au terme de ce webinaire. Vous me permettrez une petite pensée parce que on a parlé beaucoup des enfants, puis on vous remercie beaucoup
pour l'ensemble de vos contributions à la réflexion. Moi, j'aurais une petite pensée émue là, pour ma première institutrice de maternelle en 1974-1975. C'était l'année scolaire de mes 3 ans. Je crois qu'il voulait dire un petit mot pour les enseignants qui peut-être nous écoutent aussi. Et évidemment, sur les épaules de qui tout ça repose. Il ne suffit pas d'ouvrir des écoles, il faut aussi des enseignants qui s'adressent aux enfants. Tout à fait. Tout ça passe beaucoup par la valorisation de la profession enseignante. Donc, je vous remercie beaucoup. Je remercie les experts. Je remercie aussi les ministres d'avoir bien voulu nous adresser ces quelques mots. Je remercie également donc, le quatrième congrès international sur le conseil scientifique au gouvernement, réinventer le dialogue entre sciences, politique et grand public, dans lequel ce webinaire s'inscrivait. Je vous informe que ce webinaire sera disponible sur la plateforme YouTube du ministère de l'Éducation du Québec. Alors, je vous remercie encore à vous 5 d'avoir participé à ces échanges. Je remercie beaucoup. Près de 200 personnes participaient à ce webinaire. Un grand succès donc, pour nos enfants, pour nos systèmes d'éducation, pour cette coopération France-Québec. Je pense que nous pouvons nous en réjouir. Donc, je souhaite du côté du Québec une bonne fin de matinée, puis du côté de la France, une bonne fin de journée. Je vous remercie et je vous souhaite de continuer à vous impliquer dans ce développement des enfants. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.